Hello, hello, Foxtrot 4 Hotel Whisky Novembre F4HWN, j'espère que vous allez bien et on se retrouve pour une nouvelle vidéo autour de la thématique du moment, à savoir le Quansheng TK11. Vidéo qui va s'inscrire totalement dans la continuité de ma vidéo précédente que j'avais de mémoire publiée le week-end dernier et dans laquelle je vous avais détaillé ce que j'avais en tout cas cru comprendre de l'architecture interne du Quansheng TK11 et dans laquelle également je vous avais fait part de mes interrogations, de mes questionnements autour du microcontrôleur MV Silicon AP8048. Et il se trouve que j'ai trois informations à vous communiquer dans la continuité donc de cette précédente vidéo. La première information, en fait, c'est une infirmation. Ça va me permettre de corriger quelque chose que je vous avais laissé entendre et qui, a priori, s'est avéré erroné. Ça concerne la présence de connecteurs permettant éventuellement de débugger un certain nombre de choses au niveau du poste. Alors pour ça, on va ressortir ensemble une des photos du PCB de mon Quansheng TK11 en version 2.0. Et j'avais évoqué avec vous, au recto, en bas à gauche, la présence de ces 6 connecteurs ici, en vous laissant entendre que c'était possiblement des connecteurs permettant de s'interfacer, possiblement avec le microcontrôleur et de dialoguer avec. Alors a priori, ces connecteurs, s'ils sont là, ils ont certainement une utilité, mais ils ne servent pas du tout à ça. Par contre, il semblerait que ce soit le cas des deux connecteurs qui se trouvent en bas à droite, donc de l'autre côté, ici. Alors, je ne vous cache pas que, comme je vous l'avais dit d'ailleurs dans la précédente vidéo, j'aurais préféré trouver 4 connecteurs type SWD, donc Serial Wire Debug. Là, a priori, il n'y en a que 2. Néanmoins, ça m'a rappelé que j'avais déjà fait un certain nombre de débugages sur des périphériques électroniques, notamment des capteurs, en utilisant essentiellement deux connecteurs, deux lignes, une ligne avec donc du coup un signal d'horloge et une ligne avec un signal de données, de data. Donc pourquoi pas, ça semble être en tout cas ce qu'il y a à disposition au niveau du Quansheng TK11. Je n'ai pas poussé plus loin les expérimentations, mais je tenais tout de même à vous donner cette première information. La deuxième information, cette fois, c'est une confirmation. Je vous avais laissé entendre que, à ma connaissance, il n'y avait absolument aucune présence d'EPROM interne dans le Quansheng TK11 au niveau du PCB, recto verso, je n'avais rien vu de tel. Alors ne cherchez plus, je vous confirme, il n'y en a pas. Donc ce qui suppose, ce que je vous avais également laissé entendre, que absolument tout est sauvegardé dans une seule et unique mémoire, une mémoire flash interne au microcontrôleur MV Silicon AP8048. Cette mémoire flash permet donc de sauvegarder 5 choses: le bootloader, le firmware, les données de calibration, les 999 canaux mémoire et un certain nombre de paramétrages liés à votre utilisation du poste. Par exemple, est-ce que vous avez le rétroéclairage qui est activé? Quels sont les canaux mémoire ou les fréquences sur lesquelles vous étiez avant d'éteindre le poste, de façon à pouvoir vous remettre dessus au redémarrage, etc., etc. Absolument tout est centralisé et stocké en un point unique dans cette mémoire flash interne au microcontrôleur MV Silicon AP8048. Donc ça confirme ce que je vous avais laissé entendre dans ma vidéo précédente. La troisième information maintenant, c'est de loin la plus importante et à ma connaissance, je suis probablement le premier à vous la donner. Il se trouve que je connais également la taille de cette mémoire flash parce que ça c'est un élément qui est extrêmement important pour la suite, extrêmement structurant. Eh bien il se trouve que cette mémoire flash, tenez-vous bien, fait a priori 2 mégaoctets et ça c'est une super bonne nouvelle. Alors je vous ai résumé tout ça dans un petit tableau. Le Quansheng K5 donc, était équipé d'un DP32G030, donc lui-même basé sur une architecture ARM Cortex M0. Il disposait de 64 kilo octets de mémoire flash,
Vous connaissez l'histoire, 4 kilooctets pour le bootloader et 60 kilooctets pour le firmware. Et on avait également 8 kilooctets de ce qu'on appelle la mémoire SRAM, donc toujours interne au microcontrôleur DP32G030, qui est une mémoire non persistante avec des données volatiles qui sont donc perdues dès que le microcontrôleur n'est plus sous tension, c'est-à-dire dès que le poste est éteint. Cette mémoire permet de stocker des variables, des états, des indices de boucle, des compteurs, etc. Pendant l'exécution du firmware ou du bootloader d'ailleurs. En complément, le Quansheng K5, vous connaissez également l'histoire, était équipé d'une EEPROM externe qui n'avait absolument rien à voir avec le microcontrôleur en lui-même, même si bien sûr cette EEPROM était interconnectée avec le microcontrôleur DP32G030. Cette EEPROM, donc le plus souvent faisait 8 kilooctets. Sur certains modèles de Quansheng, je dispose de 2 modèles de Quansheng qui sont équipés d'une EEPROM un peu plus importante, à savoir 64 kilooctets. Et c'est cette fameuse EEPROM qu'un certain nombre de développeurs ou de bidouilleurs vous suggéraient de changer pour la remplacer par une EEPROM plus importante dans le but de stocker plus de canaux mémoire, si le firmware en tout cas le permet, ce qui est le cas par exemple sur IJV, ou tout simplement de gérer une sorte de système de multi-boot permettant éventuellement de démarrer sur différents firmware au démarrage du poste. Comparativement au Quansheng K5, le Quansheng TK11 est donc équipé d'un microcontrôleur MV Silicon AP8048 qui est lui-même basé sur une architecture ARM Cortex M3. Je vous l'avais laissé entendre, hein, on le voit déjà au niveau du nombre de broches sur le Quansheng TK11. Le microcontrôleur dispose de beaucoup plus de broches que n'en dispose le DP32G030, ce qui montre une certaine évolution bien sûr au niveau de l'architecture technique. La mémoire flash donc interne à ce microcontrôleur AP8048 est donc de 2 mégaoctets, ce qui représente une sacrée évolution. Ce microcontrôleur dispose également de 128 kilooctets de mémoire SRAM et on l'a dit, pas d'EEPROM externe. Alors, pour vous donner une petite idée, 64 kilooctets d'un côté pour le Quansheng K5, 2 mégaoctets de l'autre pour le Quansheng TK11. Je précise bien, ce sont bien des octets. J'ai bien exprimé toutes mes capacités en octets et pas en bits. C'est juste absolument impressionnant. Ça fait quand même un facteur 32, ce qui est très important. Pareil également au niveau de la mémoire SRAM, hein, où il y a une belle progression également, puisqu'on passe de 8 kg à 128. Ce qui est plutôt tout ça une excellente nouvelle. Donc ça ouvre des perspectives très intéressantes et ça me conforte dans l'idée que le potentiel du Quansheng TK11 est vraiment intéressant. On a un poste quand même qui est quadribande, qui d'une façon générale est WFO également. Le système de recharge de la batterie par la prise USB-C ou par le socle 220 apporte une certaine souplesse, c'est plutôt une bonne nouvelle aussi. On voit également qu'ils ont fait des efforts avec la présence de joints qui permet d'éviter la poussière ou une certaine humidité de rentrer à l'intérieur du poste, même si je ne vous suggère pas de le tremper dans le fond de votre baignoire, hein. Il n'est pas fait pour ça, mais tout ça c'est plutôt de bonnes nouvelles, et le fait d'avoir maintenant 2 mégaoctets de mémoire flash interne au microcontrôleur, c'est une excellente nouvelle et ça ouvre de très très belles perspectives. Alors bien sûr, on sait que le poste aussi, c'est un peu complexifié. On n'a plus une, mais 2 puces radio, un BK 4819 et un BK 4829. Ça veut dire en termes de logiciel, le fait de devoir avoir non plus un, mais 2 drivers, puisque ces composants sont différents. Pareil sur la puce en charge du décodage de la broadcast FM, de la FM commerciale. On dispose d'une puce RDA, qui d'ailleurs au passage est en capacité également de supporter le protocole RDS. Ça veut dire qu'en plus de pouvoir bien sûr démoduler de la FM, de la broadcast FM analogique
Cette puce est capable également de décoder des signaux numériques, par exemple avec le nom des stations, ce genre de choses. Donc ça, c'est plutôt aussi une bonne nouvelle, mais qui va se traduire par plus de code au niveau du firmware. Mais on passe tout de même de 60 kg à 2 mégas, même si bien sûr on sait qu'il y a aussi de la place qui sont pris par les canaux mémoire, mais de toute façon on parle d'un espace mémoire dédié au firmware qui est vraiment, de mon point de vue, très conséquente. Donc tout ça c'est une bonne nouvelle. Alors je ne vous cache pas également que j'ai contacté Quansheng, c'était la moindre des choses, ils m'ont envoyé 3 postes, donc je voulais et je tenais vraiment à leur faire un premier feedback sur le Quansheng TK11. Donc je leur ai passé un certain nombre d'informations sur mon ressenti global du poste, sur un certain nombre de détails, etc. etc. Et je les ai bien évidemment invités à faire leur nécessaire pour ouvrir le firmware du TK11 à la communauté. Ça serait gagnant-gagnant. J'en parlais avec une ou deux personnes dans les commentaires de ma précédente vidéo. Il faut comprendre une chose, la R&D et le développement logiciel dans l'industrie, ça coûte extrêmement cher. Si Quansheng peut se reposer sur la communauté pour étoffer le firmware du TK11 et donc profiter d'un développement logiciel totalement gratuit, c'est une aubaine pour eux. Surtout si ça se passe aussi bien que sur le Quansheng K5. Il y a eu quelques développements un peu ésotériques sur le Quansheng K5 qui ont été faits à gauche ou à droite, mais globalement ça s'est plutôt bien passé et de façon plutôt qualitative. Ça peut être la même chose sur le Quansheng TK11. Et ils en sortiraient gagnants. Ils vont vendre des TK11 par palette. Donc ça serait vraiment bien qu'ils nous aident là-dessus, qu'ils nous filent encore un coup de pouce pour nous aider. Et ensuite, j'ai envie de dire, on s'occupe du reste. Et ce, que ce soit au niveau software ou hardware d'ailleurs, parce qu'il est évident que un certain nombre de bidouilleurs vont également probablement modifier le hardware interne du Quansheng TK11 pour l'équiper de tout un tas d'évolutions très certainement très intéressantes. Et surtout, là, on sait qu'en termes d'espace mémoire, on a de la place pour pouvoir tirer profit de ces évolutions également hardware. Donc, il n'y a plus qu'à. Voilà. Alors, on n'est qu'au début de l'aventure, hein, je vous l'ai dit, le Quansheng K5, il a fallu plusieurs mois avant que des firmware alternatifs sortent. Ça sera probablement la même chose avec le Quansheng TK11, mais en tout cas, le potentiel, il est là. Voilà les amis, je pense avoir fait le tour, je ne vais pas me faire trop long non plus. Comme d'habitude, sous la vidéo, vous allez trouver la description avec notamment un lien vers le dépôt GitHub sur lequel je partage le résultat de mes recherches. Et sous la description, vous allez trouver les commentaires pour les questions, les remarques ou bien sûr les insultes. On est samedi très tôt, il est 0h35, mais il est encore temps pour moi de vous souhaiter un excellent week-end. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, et on se retrouve à l'occasion d'une prochaine vidéo quand j'aurai des choses à peu près intelligentes à vous dire. Allez, merci encore, 73 à tous, 4HWN en QRT, ciao, bye bye.